Organoïdes, bicycloïdes, deux innovations radicalement différentes qui ont un point commun, changer la vie des gens. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Arnaud Mestre, vous êtes fondateur de Dignité, et Julie Jardon et Camille Brouillon, vous êtes chercheuses en biomédecine et vous travaillez sur les organoïdes. Vous représentez un groupe de 4 étudiants qui participent au concours international d'innovation scientifique. Et pour financer vos innovations, on va faire un peu de pub, vous avez mis une cagnotte Litchi en cours. Comment elle s'appelle votre cagnotte Litchi ? Soutenir 4 étudiants pour le futur de la médecine. Voilà, soutenir 4 étudiants pour le futur de la médecine. Et puis, il y a aussi un site internet qui est biomed.parisdescartes.fr/combines en anglais. Voilà, donc si on veut avoir tous les détails sur vos travaux. Un organoïde, qu'est-ce que c'est ? Alors, un organoïde, c'est un agrégat de cellules souches qui est créé en laboratoire, à partir duquel on peut obtenir un mini-organe, comme un mini-organe. Un agrégat qui tend à représenter exactement les mêmes fonctions que l'organe dans la vraie vie. C'est à partir de cellules souches et de cellules induites, c'est ça ? C'est ça. C'est quoi les cellules induites et les cellules souches ? On rappelle la différence. Alors des cellules souches, c'est des cellules qu'on peut obtenir à partir d'animaux. Donc il y a les cellules murines, les cellules de souris, des cellules embryonnaires aussi. Et les cellules pluripotentes induites, ce sont des cellules que l'on récupère sur des patients. Donc ça peut être des fibroblastes, des cellules cutanées. Et ces cellules reprogramme pour qu'elles deviennent des cellules souches, c'est ça ? Voilà. Pour que... Alors un mini-organe, c'est bien que simplifié, est-ce qu'il a les mêmes propriétés qu'un organe ? Alors effectivement, l'idéal c'est que c'est vraiment le but des organoïdes, c'est qu'ils aient les mêmes propriétés à la fois structurelles et fonctionnelles que l'organe qu'on cherche à modéliser. Les plus de la technique de l'organoïde, c'est quoi ? Les avantages de cette technique ? Alors déjà, les organoïdes, c'est des versions miniatures et simplifiées des organes. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à recréer en laboratoire que des organes à taille réelle. C'est moins coûteux également parce que on utilise beaucoup moins de produits et beaucoup moins de cellules. Et c'est également plus facile parce que c'est des modèles simplifiés. Donc c'est plus rapide aussi peut-être, non, à recréer ? Effectivement, c'est plus rapide, oui, exactement. Et vous avez inventé une technique pour recréer ces organes, c'est des puces microfluidiques. Voilà, exactement. Alors on développe cette technique en partenariat avec l'Institut Pasteur et avec l'entreprise Trifrog. Donc en fait, les puces microfluidiques, c'est des puces en polymère biocompatibles. Et en fait, quand on fait de la culture cellulaire, on utilise des plaques de culture où on va mettre... Donc c'est les fameuses plaques avec les petits trous. Exactement, c'est les petits trous, on met nos cellules, on les cultive et tout ça. Et les puces microfluidiques, ça permet d'optimiser les procédures parce que c'est une version réduite de ces plaques. Et on va automatiser les processus. Au lieu de pipeter à la main à chaque fois, rajouter les facteurs et tout ça, on va utiliser des canaux qui vont injecter les fluides. Le processus. Voilà. Ces mini-organes, c'est pourquoi faire finalement ? Alors ces mini-organes, ils peuvent être utilisés à des fins de tests pour des traitements, donc pour tester des médicaments. On peut également les utiliser pour reproduire des adénomes, donc des tumeurs. On peut changer, par exemple, faire des modifications génétiques au sein des agrégats cellulaires qui vont causer un emballement des cellules et donc une tumeur. On peut aussi utiliser ces cellules, les collecter sur notre organoïde et les transplanter sur l'organe d'un patient malade et pour restaurer ses fonctions biologiques en réalité. Donc en fait, si je comprends bien, il y a 2 choses, c'est créer des tumeurs ou créer des dysfonctionnements et les étudier, voilà, les tester, comme si c'était sur un organe réel. Et puis d'un autre côté, il y aura un volet thérapeutique, thérapie cellulaire, thérapie génique, des choses comme ça, non ? C'est ça, exactement. C'est ça ? D'accord. Alors quelques exemples. Alors par exemple, nous travaillons sur 2 projets d'organoïdes, donc un d'adénohypophyse et un de rétine avec l'Institut Pasteur. L'adénohypophyse se développe avec l'Institut Imagine. On sait que quand l'adénohypophyse est touchée, c'est une petite glande qui est située à l'intérieur du cerveau, elle régule en fait le relâchement des hormones dans le corps humain, comme l'hormone de croissance, l'hormone du stress. Et on sait par exemple qu'il peut y avoir des hypersécrétions, des dysfonctionnements de certaines hormones, hypersécrétion de l'hormone du stress. Il y a une maladie par exemple qui s'appelle le syndrome de Cushing, c'est de l'obésité avec de l'hypertension artérielle. Et donc le but par exemple, c'est de modéliser ces maladies-là et puis éventuellement de collecter ces cellules pour réparer l'adénohypophyse malade en fait. Alors adénohypophyse, et puis vous travaillez aussi sur la rétine. Exactement.
Donc la rétine, pour faire simple, tout le monde connaît un peu. Oui, c'est faisons pour, simple. exactement. En fait, c'est une couche tissulaire qui se trouve au fond de l'œil. Et en fait, ça permet de transformer les signaux lumineux en signal bioélectrique qui va être interprété par le cerveau en tant qu'image. Et en fait, au niveau de cette rétine, on a une zone où on a une acuité visuelle maximale qui s'appelle la macula. Donc c'est à peu près quelques millimètres de diamètre. Et en fait, il arrive que cette macula, elle dégénère. Oui, c'est la DMLA, la dégénérescence Exactement. maculaire liée à l'âge. Et donc là, vous travaillez là-dessus. Alors, pour conclure, à quel horizon on va voir ces techniques arriver pour nous soigner tous? Il faudra encore une dizaine d'années avant que ces techniques soient bien au point dans le milieu médical. Parce que justement, il y a des techniques d'automatisation avec la puce microfluidique qui arrivent, sur lesquelles on peut mettre en lien des organoïdes différents entre eux. Par exemple, des organoïdes de bronche avec des organoïdes d'hypophyse, puisqu'on sait qu'il peut y avoir un lien entre le cancer du poumon qui se développe sur le système hypophysaire. Et voilà. Bon, donc une dizaine d'années. Entre-temps, il faut donner à la cagnotte Litchi pour que les recherches avancent vite. On rappelle le nom? Donc le nom de la cagnotte, c'est Soutenir 4 étudiants pour le futur de la médecine. Voilà, on les soutient. On va passer à un autre type d'innovation. J'avais parlé d'organoïdes, je vais parler de bicycloïdes. On va voir des vidéos tout à l'heure et puis des photos. Vous, ce n'est pas une innovation high-tech, connectée, tout ça, mais c'est un truc qui change la vie des gens et qui est né d'une histoire de famille. Exactement. Donc, merci de m'avoir invité. À la base, mon papa, malade de Parkinson depuis 10 ans, en 2016, vit une très mauvaise chute. 3 côtes cassées, un poumon perforé. De sortie de l'hôpital, je le retrouve plié en 4, à se déplacer en marche arrière, assis sur une plateforme de déambulateur. C'est une vision d'horreur que je ne supporte pas. Et sans être médecin, je me dis, si je ne le remets pas à la verticale, il est fichu. Je regarde très rapidement ce qui existe, je ne vois rien de satisfaisant lui permettant de se déplacer à la verticale avec peu d'efforts et surtout ne risquant pas de tomber à nouveau. Donc en bon mécanicien de formation, génie mécanique, je prends une scie sauteuse, une planche de bois, un train de skateboard, des équerres de meubles. Et je fabrique moi-même, un peu à la MacGyver, un prototype sur lequel mon père va rester pendant 7 semaines de convalescence chez lui pour ses micro-déplacements en position verticale. La 8e semaine, il était sur un vélo à l'île de Ré avec ses 2 copines. Oui, donc à noter que son père a 2 copines. Donc ça, c'est déjà un point positif. C'était un peu imprudent, pas le fait d'avoir 2 copines, voilà. mais d'aller à l'île Alors, de Ré. Parkinson, oui, parce que votre papa avait Parkinson, mais ça peut servir à d'autres maladies, comme la sclérose en plaques ou le handisport. Enfin bon. Tout à fait. Donc la sclérose en plaques ou certaines formes de myopathie sont des pathologies particulièrement concernées par l'appareil, puisque le sujet, c'est quoi? Se déplacer avec un minimum d'effort, voire avec une seule jambe et un seul bras, sur toute surface plane pour l'instant. Donc économiser ses forces et ça peut être de la rééducation. Ses forces et puis retrouver la confiance. Tout à fait. Parce que le Parkinsonien, il a du mal, parfois il se bloque. Quand il veut marcher, c'est ça? Là, mon papa, le symptôme, c'était le freezing, qui n'est pas que pour Parkinson, mais qui est commun à 10 pathologies différentes. Mais globalement, toute personne, en fait, qui a besoin de sérénité, de gérer ses peurs de tomber, là, il y a 3 appuis au sol, donc on est serein, on sait qu'on ne va pas tomber. Et donc ça, c'est très important. Et surtout, ce n'est pas électrique, on est acteur de sa nouvelle motricité. Oui, on a une petite vidéo, je pense qu'on va la voir pendant qu'on parle. Merci. Donc les plus, stabilité. Oui, stabilité, légèreté aussi et pliable pour pouvoir le mettre dans une voiture pour l'emporter sur un autre domicile ou un autre lieu. Et puis surtout, comme j'ai eu la remarque récemment. Alors là, on voit la vidéo, il y a aussi l'accessibilité puisque la selle se baisse et en fait on enfourche l'engin par l'arrière, on n'a pas besoin de lever la jambe, on enfourche l'engin et après, hop, on remonte la selle. Et là, on est prêt pour partir. On s'adresse vraiment à des personnes à mobilité réduite jusqu'au point de se dire, je ne vais pas décoller les 2 pieds du sol pour monter sur l'appareil, je passe par-dessus et c'est la selle qui va venir chercher mon postérieur et je vais pouvoir reposer le selle poids rétractable. Vous avez aussi développé des accessoires, par exemple pour une maman qui a une sclérose en plaques, on peut avoir un porte-bébé juste devant soi, c'est ça? Tout à fait, un adaptateur, c'est suite à une rencontre avec une référente médicale de l'AFM,
à qui j'ai présenté l'appareil, qui m'a dit que ce serait génial pour les mamans. Et j'ai trouvé tout simplement un siège bébé qui se fixe sur les potences de vélo. Moi, il me suffit de mettre un adaptateur sur le cadre entre la selle et le guidon pour qu'une maman, avec son bébé en bas âge, n'ait plus l'angoisse absolue de ne pas être capable de revenir dans l'autre pièce où est son enfant et va pouvoir avoir un contact corporel physique en permanence sans dépenser le moindre effort. Alors, il y a des accessoires, il y a le porte-bagages, le porte-téléphone, enfin bon... Tout à fait. Donc l'idée, c'est pour l'autonomie à domicile, mais aussi demain, j'ose espérer, dans des aéroports, des gares, des centres commerciaux, pour les personnes qui doivent économiser leurs forces, mais continuer à vivre normalement. Aujourd'hui, c'est une utilisation en intérieur où on peut s'aventurer à l'extérieur. Alors, on peut s'aventurer à l'extérieur, moyennant l'accessoire qui est le guidon d'accompagnateur, dans la mesure où j'ai des roues multidirectrices à l'avant pour une grande maniabilité à l'intérieur, pour manœuvrer entre les meubles, passer dans toutes les portes de logements non adaptés. Forcément, ça ne peut pas compenser les deux verres sur des trottoirs à l'extérieur, et là, il vaut mieux, par prudence, faire appel à un accompagnateur. Donc, il y a un guidon avec une potence spécifique qui s'ajoute sur l'appareil. Des projets de développement? Assistance électrique au démarrage pour les personnes les plus faibles en rééducation. Et puis un modèle de loisir avec colonne de direction. Au début, il y a un petit moteur qui va se mettre en route, c'est ça pour... Alors, il y a des choses qui existent déjà, qui sont utilisées sur des fauteuils roulants manuels et qu'on électrifie avec des petits moteurs qu'on met derrière sur une roue. Donc moi, j'ai largement la place dans l'architecture actuelle de mettre ces composants-là. Je sais que vous avez un projet aussi avec les Jeux Olympiques. Oui, donc il y a déjà un modèle bleu, blanc, rouge dans mon petit showroom, modestement, mais Martin Luther King avait un rêve, j'en ai un majeur, c'est qu'en 2020 à Tokyo, quelques athlètes handi sortent sur le stade à la cérémonie d'ouverture sur une draisienne porte-drapeau aux couleurs du drapeau. Et voilà, ça, je vous ai dit, il y a un tas d'accessoires, il y a même le porte-drapeau. Une dernière question, alors votre papa, comment il va aujourd'hui? Il va très bien. D'ailleurs, il a une draisienne dédiée pour lui dans l'EHPAD où il est aujourd'hui, dont il n'a plus toujours besoin, parce qu'en fait, le propre de la draisienne, c'est parfois aussi de se dire c'est un outil d'assistance pour une période, pour aller mieux après. Là, aujourd'hui, c'est le cas. Mon papa fait même la marche du légionnaire grâce à un très jeune kiné, Marc, que je salue. On peut faire des progrès aussi grâce à ces appareils-là, sans être condamné à les utiliser toute la vie. Donc, il sera à l'achat et en location. Voilà, du plus simple mais très très astucieux qui change la vie au plus technique et au plus complexe. Voilà, on a fait le grand écart, mais on a montré que dans les deux cas, on pouvait changer la vie des gens et ça, c'est important. On rappelle une dernière fois la cagnotte Litchi, les filles, parce qu'on veut que votre projet fonctionne. Alors, soutenir 4 étudiants pour le futur de la médecine. Voilà, soutenir 4 étudiants. On vous remercie tous d'être venus sur le plateau aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien.